une autre thématique, mais qui est toujours complètement en phase avec ce que nous faisons, c'est comment créer une expérimentation, pourquoi. Et j'appelle sur scène Bettina Gardel de l'incubateur du patrimoine, et puis Laurence aussi également, qui vont nous faire un duo à deux voix de présentation. Alors, Bettina, qui est aujourd'hui au CMN, donc Centre des Monuments Nationaux, qui est une vieille institution qui est née en 1914, qui a déjà eu plusieurs vies, plusieurs noms, qui s'est appelée, comme on en a parlé ce matin, on a parlé de monuments historiques, puis ensuite Monum, et aujourd'hui c'est CMN. Une vieille institution, pour autant une institution qui aujourd'hui est le premier opérateur touristique quasiment culturel en France, avec 10 millions de visiteurs, 100 sites qui existent. Oui, il y en a un des deux qui marche beaucoup mieux que l'autre. 100 sites en France. Donc, on va rentrer dans cet incubateur. Et puis, Aken, donc start-up que l'on croise régulièrement, y compris au sein du TIL, et qui viendra là, Laurence, illustrer le côté incubation mise en place par le CMN. Alors, CMN, une mission classique, traditionnelle, d'entretien, de restauration du patrimoine, de transmission, mais aussi une dimension économique dorénavant. Et finalement, comment cette vénérable institution, qui existe, on l'a dit, depuis 105 ans, se révolutionne et crée un incubateur, et surtout, pourquoi faire? Alors, non. C'est bon, s'il faut causer. Ah, ça marche? Oui, oui. Donc, bonjour à tous. Déjà, juste aussi, vous avez très bien fait présenter le CMN. Il faut aussi savoir que le CMN, on se targue en tout cas d'être le premier opérateur culturel et touristique de France. À travers 100 monuments, on reçoit près de 10,2 millions de visiteurs en France. Donc pourquoi un incubateur? Depuis 4-5 ans, il y a une mission qui a été créée, un peu la mission poil à gratter, mais qui s'appelle pompeusement la mission stratégie prospective et numérique, qui à la fois structure les outils numériques du Centre des Monuments Nationaux des 100 monuments, et à la fois propose et cherche un peu des expérimentations qui permettront de valoriser les monuments. Depuis 3-4 ans, on a fait le compte, on a travaillé avec une vingtaine ou une trentaine de startups avec lesquelles on a fait tout type de partenariats, de contrats, de marchés publics. Et en fait, un peu malgré nous, enfin pas malgré nous, mais grâce à nous, des startups en fait ont acquis un premier client. Après, on les a suivis, on les a accompagnés, et en faisant le bilan de tout ça, on s'est dit, mais en fait, la marche après, c'est tout simplement créer un incubateur. Un incubateur donc qui accompagne des startups, qui va faire travailler des startups, accompagner des startups dans un établissement public administratif. Voilà. Avec 1200 agents fonctionnaires. Voilà. Donc on a lancé ça il y a exactement le 19 juin 2018. Voilà. Mais ce qui est étonnant, ou en tout cas ce qui constitue une vraie évolution au sein du CMN, c'est ce mélange finalement, ce côté multifacette, public-privé. Donc c'est un peu un choc des cultures. C'est exactement aussi pour ça c'est vrai, c'est exactement ça qu'on voulait en fait créer une émulation justement entre le savoir-faire des experts du CMN dans la conservation, dans la restauration, dans la médiation, dans le tourisme, et avec ça aussi permettre à des projets innovants de se nourrir de cette expertise, de ces monuments, de ces terrains de jeu que sont les monuments, parce que c'est ça qu'on propose à travers l'incubateur. En fait, c'est vraiment permettre aux incubés tels que par exemple aux incubés de pouvoir expérimenter leur prototype dans un monument, et donc de travailler avec les équipes du monument, avec les équipes du siège et les expertises dont je viens de vous parler. Et est-ce que c'est pas aussi un changement de regard, et donc se tourner vers le client et pas simplement, et plus simplement vers le patrimoine, où on change le prisme? Et en fait, exactement. La plupart et c'est d'ailleurs un aussi des buts de l'incubateur, c'est de trouver des expérimentations qui vont permettre de faciliter, en tout cas qui sont visibles de l'utilisateur final, et de faciliter la visite. On veut et on veut aussi d'ailleurs proposer à nos visiteurs une expérience innovante grâce à des porteurs de projets, grâce à des projets justement d'entreprises, de jeunes entrepreneurs.
Et le fait d'aller les chercher, ces jeunes entrepreneurs en dehors du tourisme, là aussi, ça crée l'étincelle, ça crée Mais justement, enfin, on n'aime pas trop les cases au CMM. On le répétera pas. On recrute des startups un peu de partout. On a par exemple aussi travaillé, alors avant l'incubateur du patrimoine, avec une startup qui venait du retail, des centres commerciaux et du shopping, et ça a créé un beau projet. C'était l'expérience Je file autour de Notre-Dame. Le CMN gère pour le compte de l'État toutes les parties payantes des cathédrales et donc notamment les tours de Notre-Dame de Paris. On avait un enjeu dans ces tours de file d'attente. Donc pour monter au tour, on peut pas accueillir 50 personnes en même temps, c'est très étroit, il n'y a pas d'issue de secours dans les tours de Notre-Dame. Du coup, il y avait en permanence, vous allez savoir pourquoi, il y avait en permanence une longue file d'attente sur la place de Notre-Dame. Il y avait des enjeux de sécurité. La préfecture de police de Paris nous demandait de trouver une solution à cette file d'attente parce que c'était dans un endroit sensible où des alertes à des attentats ont déjà eu lieu. Et en plus, cerise sur le gâteau, pour le confort de visite, c'est pas génial quand on a plein de monuments à faire, de devoir attendre 2 heures au soleil ou sous la pluie, voilà. Et donc on a rencontré une start-up qui, elle, propose de dématérialiser la file d'attente. Quand on arrive, concrètement aujourd'hui, quand on arrive devant les tours, on a soit une grosse signalétique qui vous enjoint à télécharger une application, soit une borne pour les gens qui n'auraient pas la data pour télécharger l'application parce qu'ils viennent de l'étranger ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas de smartphone. Vous téléchargez cette application et où vous prenez en fait un ticket virtuel pour le prochain créneau disponible ou le prochain créneau qui vous arrange. Parce qu'on sait que par exemple toutes les demi-heures, on peut faire rentrer 40 personnes. Depuis, il n'y a plus une seule personne qui attend devant les tours de Notre-Dame. Et en plus, on peut aussi leur dire, puisque tu as 2 heures devant toi, n'hésite pas à visiter la conciergerie, qui est un autre monument du Centre des Monuments Nationaux où il n'y a pas de file d'attente. Et on peut aussi créer comme ça un parcours plus fluide. Et du coup, on optimise le temps, un petit peu comme... et on optimise le temps et le confort du visiteur. Voilà. Une première promotion en 2018. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Et puis on va donner la parole après au témoignage de quelqu'un qui l'a vécu. Donc l'idée était de créer un incubateur en décembre 2016. On a mis 4 mois à dessiner un peu les contours de cette promotion. Donc en avril 2018, pardon, oui, voilà. On a lancé l'appel à candidature de la première promotion. On a des critères qui sont un peu les mêmes que pour, je veux dire, n'importe quel incubateur, à part qu'on va aussi regarder comment dire, en quoi en fait la start-up répond au patrimoine de demain ou un caillou dans la chaussure qu'un monument pourrait avoir. Un caillou dans la chaussure, ça peut être un problème d'accessibilité. Pour des personnes en situation de handicap, ça peut être un problème ou comment valoriser la médiation, comment rendre un parcours plus poétique et plus sensible. Ça peut être tout ça. Donc on a regardé ces critères-là et on a sélectionné parmi 90 candidatures, toutes de très bonne qualité. On a sélectionné 7 startups pour cette première promotion, donc ils sont incubés pendant 1 an. Et on va leur proposer une offre avec 4 grandes parties. Donc la première, ce que je vous disais, c'était vraiment le fait de pouvoir expérimenter dans l'un de nos 100 monuments. Donc en gros, on leur donne les clés du monument, on leur met à disposition nos équipes, on leur met aussi à disposition notre expertise. Par exemple, pour quelqu'un qui va travailler sur la médiation, on va lui proposer de rencontrer nos équipes de la médiation. On fait aussi des formations collectives. On sait à quel point c'est dur pour des startups de comprendre comment fonctionne un appel d'offres et comment fonctionne la mise en concurrence et les marchés publics. On a donc mis à disposition le temps d'une journée une de nos juristes qui a formé nos incubés à un peu à démystifier et optimiser ses chances de gagner un marché public. Et puis éventuellement, on peut aussi les mettre à disposition pour des problématiques individuelles. Voilà. On propose aussi un petit accompagnement à l'entrepreneuriat et puis un gros accompagnement à l'entrepreneuriat via Creatis, qui est un autre incubateur culturel. Et puis je n'oublie rien.
Voilà. Non, mais Laurence va compléter. Laurence, qui est fondatrice d'Aken, qu'on connaît bien aussi en région, puisqu'elle est l'illustration, qu'on peut aussi répondre à plusieurs appels à projets et que l'incubation peut se passer sous différentes formes. Donc, on a déjà connu Aken version TIL, maintenant Aken version CMN. Comment s'est passée cette incubation et comment se passe ce partenariat et cet accompagnement? Eh bien, ça se passe encore, puisque comme Bettina le disait, l'incubateur du patrimoine, c'est un dispositif qui dure 1 an, donc de juin à juin. On est encore au cœur du dispositif. C'est drôle parce que comme on voit l'été arriver, on a l'impression que c'est presque fini, donc il y a déjà un côté presque un peu nostalgique qui arrive, parce que pour le coup c'est un dispositif pour le coup qui est sur un temps long. C'est pas le cas de tous les incubateurs et ça permet en effet voilà de tisser des choses qui sont certes de l'ordre de l'affect, mais qui sont quand même aussi de l'ordre de comment on se connaît bien. On a parlé de démystifier, on a parlé de désacraliser. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que il y a vraiment un endroit où les boîtes doivent apprendre à travailler avec le public et la réciproque est vraie. Moi, je suis une ancienne directrice d'office de tourisme. Donc je connais bien le milieu des collectivités territoriales, des offices de tourisme. Comme quoi, c'est bien, ça mène à tout, il suffit d'en sortir. Absolument, tout à fait. Mais c'est bien d'y passer aussi parce que pour le coup, j'ai la chance de parler un langage commun avec les gens qui sont aujourd'hui mes clients. Ça c'est quelque chose que je retrouve dans le cadre de l'incubation avec le TIL, voilà, dont je pourrais parler aussi. Mais faisons un focus sur le patrimoine. Le patrimoine, c'est encore complètement autre chose. Pour le coup, il y a une vraie approche métier et c'est ce qui manquait en fait aux boîtes du tourisme, aux boîtes de la culture ou du tourisme culturel, d'avoir une approche qui soit pas une approche généraliste, parce que pour le coup, des accélérateurs, des incubateurs, etc. généralistes, il y en a beaucoup, mais on est quand même dans des secteurs d'activité qui sont très pointus. Et moi, quand j'adresse le tourisme institutionnel, le milieu du patrimoine ou même encore le milieu muséal, eh bien en fait, je m'aperçois que je suis face à des écosystèmes qui sont finalement assez différents. Vu de l'extérieur, on peut penser que c'est une grande maison, une grande famille. C'est absolument pas le cas. Il y a des spécificités très fortes. Cette notion de marché public, on peut la comprendre, mais il y a aussi une notion de comment on visite. Là, typiquement, pour faire un petit focus sur ce qu'on expérimente aujourd'hui, à la fois avec le TIL, donc je parle très rapidement de notre nouveau dispositif d'écoute immobile, qui a vocation à venir offrir un portrait sonore à des visiteurs d'un lieu. Si je me rends dans un office de tourisme, ma démarche n'est absolument pas la même en rentrant dans ce lieu que si je vais visiter le château de Vincennes, avec qui on expérimente dans le cadre de l'incubateur du patrimoine. C'est là qu'on se rend compte que il y a plusieurs étapes et plusieurs échelons à comprendre. Je dois absolument comprendre quels sont les ressorts de l'équipe de l'office de tourisme. Je dois absolument comprendre quels sont les ressorts de l'équipe du monument, qui pour le coup est souvent très hiérarchisée, avec des équipes d'accueil qui n'ont pas les mêmes problématiques que l'administratrice ou l'administrateur. Et on doit déjà avoir tout ce temps d'appropriation, de langage, de culture, de posture. Et ça, pour le coup, c'est ce temps long au sein de l'incubateur du patrimoine qui nous permet de le comprendre en étant en lien avec l'ensemble des métiers voilà, des monuments nationaux. Ça, c'est vraiment quelque chose en termes d'accompagnement qui est très précieux et qui est presque plus de l'ordre finalement de l'humain et des soft skills que quelque chose qu'on va apprendre dans le cadre d'un module de formation. Et puis, il y a, je l'évoquais, la question des usages des lieux. C'est-à-dire que quand je rentre au château de Vincennes, je suis dans une démarche volontaire de venir chercher de la connaissance, peut-être avoir des émotions par rapport à un lieu qui est chargé d'histoire, etc. Quand je vais dans un office de tourisme, il y a un peu plus de chances pour que je recherche un resto ou un domaine viticole à visiter. Voilà, j'y vais avec une démarche qui est souvent beaucoup plus ciblée. Nous, on vient dans ces endroits-là nicher dans des espaces un peu interstitiels, des moments, des parenthèses un petit peu hors du temps où on a vocation à raconter des histoires en faisant un petit pas de côté. Donc ce pas de côté, il faut qu'on arrive à bien comprendre dans quel univers on vient le proposer, de manière à ce que ça vienne se glisser assez naturellement. Alors, on voit qu'il y a du sur-mesure, de l'adaptation, mais finalement, quand on est un réseau qui a 100 sites,
Comment est-ce que l'on met à disposition ce réseau et comment on met en adéquation cette offre-demande, puisque là aussi on est sur de l'offre et demande, une demande d'accompagnement, une demande d'expérimentation. Comment vous sélectionnez, vous, en dehors de l'appel d'offres, comment vous orientez vers tel ou tel site? En fait, il y a en quelque sorte presque 2 appels à candidature. Il y a l'appel à candidature externe où on demande aux startups de candidater à l'incubateur du patrimoine pour la première promotion, en tout cas, et pour la deuxième aussi d'ailleurs. Dans ce cas-là, déjà, on demande aux administrateurs des différents monuments de se positionner, de donner leur avis sur les candidatures. C'est une première chose. Et ensuite, une fois que les startups ont été choisies, l'été dernier, on a demandé aux administrateurs et à leurs équipes de dire, eux, de formuler un souhait d'accueil d'une expérimentation. Donc dès le début, en fait, les administrateurs, les lieux, les monuments étaient eux-mêmes acteurs parce qu'eux-mêmes ont postulé en fait en disant bah moi j'aimerais bien recevoir telle start-up parce que ça correspond tout à fait à mon projet culturel de cette année ou parce que j'ai envie de développer tel visitorat et du coup cette start-up me permettrait d'augmenter mes chances d'augmenter tel visitorat. Du coup, en fait, il y a 2 appels à candidature, un externe pour les startups et un interne pour les monuments pour que eux-mêmes puissent être terrain d'expérimentation et c'est un peu double win-win bénéfice parce que du coup quand les administrateurs sont lauréats, ils sont d'autant plus contents d'être choisis en fait pour recevoir l'expérimentation. Les équipes sur place aussi sont consultées et sont contentes d'avoir la chance de recevoir telle expérimentation. Les premiers retours au niveau de vos administrateurs, au niveau des gestionnaires de sites? Je vais pas dire que ça se passe mal. Déjà, ça s'est toujours très bien passé parce que justement, ils ont été impliqués dès le début. Et en plus, on a une promotion qu'on a bien choisie et du coup, qui s'est toujours, on leur a laissé le temps de prendre un peu aussi le pouls de comment on fonctionnait en interne. Donc, ils sont toujours arrivés, bien positionnés dans les monuments. On les a informés, on leur a dit aussi comment ça fonctionnait, la hiérarchie, comment fonctionne le CMN, comment ça fonctionne dans un monument, dans les différents monuments, parce qu'il n'y a pas un monument qui fonctionne pareil, parce que c'est pas du tout la même chose de travailler à l'Arc de Triomphe et de travailler au Panthéon, de travailler dans l'alignement de Carnac, ou encore à Anserune, par exemple. Ou à Anserune, sur un site archéologique gallo-romain, complètement. C'est pas la même taille d'équipe, c'est pas les mêmes appétences pour l'innovation, c'est pas du tout le même visitorat, les mêmes habitudes de travail. Donc tout ça, on les en informe. Et jusqu'à maintenant, ça se passe toujours très bien. Et en plus, même avant l'incubateur, les équipes des monuments avaient l'habitude de travailler avec les startups puisqu'on avait déjà en fait initié ce travail-là. Et même parfois, encore une fois, c'est les monuments qui sont porteurs des projets et qui nous demandent j'ai rencontré telle startup en région, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous aider, toi, avec ton expertise numérique, innovation, à piloter le projet? Ce qui veut dire qu'au niveau du CMN, vous avez une incubation en 4 étapes. Il faut d'abord postuler en ligne, ensuite intégrer l'incubateur, ensuite on bénéficie de l'expertise directe du CMN, et puis ensuite il y a l'expérimentation. Donc ça, ce sont les différentes étapes. Là, on rentre dans le deuxième appel à projet. Oui, quels sont les critères de sélection? D'abord les dates, puisqu'on est au cœur du calendrier. Alors, donc là, en effet, on a lancé l'appel à projet le 15 mars dernier. Il court jusqu'au 1er mai. Ensuite, on va avoir un mois, nous, de sélection en interne, justement, où on va diffuser les dossiers à tous nos administrateurs et aux directions, différentes expertises en interne. On va arriver à une présélection de 15 dossiers qui vont pitcher devant un jury présidé par le président du Centre des Monuments Nationaux. L'année dernière, à titre d'exemple, on avait un représentant du ministère de la Culture, on avait un journaliste de France Info spécialisé dans l'innovation, on avait une start-up avec laquelle on avait beaucoup travaillé aussi. On avait quelqu'un de la BPI, je vais pas tous vous les citer, et donc ces 15 finalistes en fait vont pitcher, et à l'issue de ce jury, on retiendra les 7 finalistes. Les critères de sélection que vous mettez en avant? Évidemment, donc l'innovation et l'originalité.
Ensuite, on va pas vous demander forcément un business model ou vous demander de savoir en faire un. Par contre, on va évaluer un peu votre lucidité face au marché. On va essayer de voir en fait si vous avez fait une étude de marché et voir vous comment vous projetez par rapport au marché. Voilà. On sait que quand on est une jeune start-up, on sait pas forcément faire un business plan sur 3 ans. Que c'est un peu voilà. Enfin, on cherche à être accompagné là-dessus justement. Par contre, on va voir un peu quelle est vous votre vision de votre marché. Ensuite, on va regarder l'équipe. Non pas qu'on ait des attentes particulières sur une équipe, mais par contre, on va penser vraiment en termes de promotion. Dans l'idéal, on aimerait avoir autant d'hommes que de femmes. Bon, là, on se trouve qu'on n'a pas du tout respecté la parité parce qu'on est une promotion très féminine. On aimerait avoir des étudiants entrepreneurs, mais aussi des gens qui sont en reconversion professionnelle. Voilà. Donc la motivation, l'équipe, et puis surtout, en quoi le projet, la start-up répond à une problématique du patrimoine de demain. Encore une fois, c'est pas forcément parce que c'est une start-up qui vient du monde culturel ou qui vient du monde du patrimoine ou qui vient du monde touristique, mais tout simplement que sa solution peut permettre au patrimoine, de résoudre un problème, une problématique liée au patrimoine. Et dernier point, en fait, encore plus important, c'est l'expérimentation qu'il va vouloir faire et en quoi nous, on va avoir une valeur ajoutée dans cette expérimentation. Qu'est-ce que nous, en mettant à disposition nos monuments, on va pouvoir apporter aux startups. Voilà. Dans ces startups, on peut se poser la question aussi, Laurence, combien de temps a-t-on besoin dans un incubateur? De combien de temps avons-nous besoin pour une expérimentation? Là, en l'occurrence, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans au niveau du CMN, mais ensuite, toi, Laurence, au niveau de ton besoin d'expérimentation. L'expérimentation, elle se prépare en amont, beaucoup. L'idée, c'est de se dire, faut bien réfléchir à ce qu'on veut expérimenter, ce qu'on veut tester, et comment on va mesurer ce qu'on est en train de tester. Parce que on arrive avec nous quand on est arrivé avec le confident connecté, on l'avait déjà expérimenté devant un premier public dans un endroit spécifique qui était celui du musée. Dans le monument, ça va être des comportements différents et puis comment on évalue. Et ça, c'est aussi on en parlait hier à Lille, la question de comment on évalue un peu scientifiquement aussi, parce que Bettina, tu disais qu'on est une jeune start-up, on ne sait pas forcément faire un BP sur 3 ans, mais on n'est pas non plus des universitaires qui scientifient nos enquêtes. Donc là, il y a vraiment un temps de préparation qui est très important sur qu'est-ce qu'on cherche à interroger, comment on interroge et quel dispositif on met en place par rapport à ça. Et ça, c'est un temps long en fait. C'est un temps vraiment long parce que au-delà de la question de quels sont les objectifs poursuivis, comment est-ce qu'on réalise. Après, le temps de l'expérimentation en tant que tel sur le site, je crois que ça dépend vraiment une fois de plus de ce qu'on cherche à prouver, à valider ou à infirmer. Quand on est sur des notions d'usage et qu'on est en observation non participante, il y a aussi des réalités de boîtes qui font que moi je peux pas passer un mois à observer des gens assis sur un fauteuil dans un monument national. Donc l'idée c'est de mettre en place des focus groups, d'essayer de trouver des techniques pour accélérer ça. Le temps de l'expérimentation, il passe aussi après par ce temps de débrief finalement qui fait que là l'incubateur du patrimoine c'est 1 an, c'est presque un peu court finalement parce que ce qui serait très intéressant également, mais je suis certaine qu'on arrivera à le faire, c'est de se dire nous on a recueilli telle donnée, notre analyse de ça, elle est celle-ci, mais vous, en tant que gestionnaire de monuments, en tant qu'accueillant de public, etc., est-ce que vous les corroborez également, pour avoir vraiment cette espèce de processus d'évaluation qui soit bien mené, quoi. Au-delà de l'évaluation, et je remonte un peu le curseur avant, dans le fait de candidater à cet appel à projet, si finalement je suis une start-up, mais mon projet ne colle pas forcément au programme d'incubation, je peux quand même, si j'ai un intérêt dans le patrimoine ou si j'apporte une valeur ajoutée à du patrimoine, je peux Bien quand sûr, même... au contraire. Oui, tout à fait. Encore une fois, on n'aime pas trop les cases, donc
Du moment que vous arrivez à prouver qu'il y a un vrai intérêt pour que ça peut apporter quelque chose aux monuments, aux visiteurs des monuments, que ça peut apporter quelque chose au Centre des monuments nationaux ou plus largement au patrimoine, nous on examinera la candidature avec attention. Ensuite, par rapport à l'image, du coup, est-ce que vous, depuis que vous avez lancé l'incubateur, pensez que, ou est-ce que vous arrivez à percevoir l'évolution de la perception de l'image du CMN? Totalement. Justement, un des buts, alors pas forcément de l'incubateur, mais de travailler avec des jeunes entrepreneurs ou de travailler un peu avec des projets entre guillemets innovants, c'est de montrer que le patrimoine, l'histoire, le passé, c'est pas du tout antinomique avec le futur, l'entrepreneuriat, le temps plus court, et voilà. Donc oui, on a testé, alors pareil, un peu avant l'incubateur, des visites avec des lunettes HoloLens. Je sais pas si ça vous parle des lunettes HoloLens. Non, c'est des lunettes à travers lesquelles on voit des hologrammes et on peut déplacer ces hologrammes. Donc à la fois elles sont comment dire, interactives. On peut déplacer ces hologrammes. Et on a fait tester ça à nos visiteurs dans un de nos monuments qui est le château de Pierrefonds au nord de Paris. Et on a fait après un verbatim des personnes qui ont testé ces lunettes. C'était des personnes, bon, je veux dire plutôt âgées, qui venaient d'abord pour visiter le monument et qui, en visitant un monument, en fait, ont par hasard découvert ce qu'étaient des lunettes HoloLens et une visite en hologramme. Et elles sont revenues en fait complètement ravies parce qu'elles ont à la fois utilisé un outil qu'elles auraient jamais utilisé d'elles-mêmes et qu'elles auraient jamais eu l'occasion d'utiliser ailleurs. Et en plus, via cet outil, elles ont appris des choses. Elles ont vu justement un état antérieur de la galerie, voilà, qui n'était pas visible autrement via ces lunettes. Donc là aussi, par rapport au thème de la journée, on a créé une émotion, on a créé du souvenir, on a fabriqué du souvenir. Complètement. Et derrière, c'est l'expérience client en fait qui est mise en œuvre. Tout à fait. Alors, pourquoi un incubateur? Donc vous avez répondu, c'est à la fois pour accompagner, c'est pour donner des terrains d'expérimentation, c'est aussi pour bâtir des ponts entre le patrimoine d'aujourd'hui et le patrimoine futur. Tout à fait. L'une des missions que le ministère de la Culture confie au Centre des monuments nationaux, c'est d'entretenir les monuments, de faire en sorte que les monuments arrivent le plus intacts possible aux générations futures. Donc, en effet, en déjà conservant les monuments, en les rendant le plus accessibles possible, en faisant une médiation qui permette d'attirer le plus de public possible. En gros, ces missions-là, qui sont celles du Centre des monuments nationaux, c'est typiquement ce genre de problématiques qu'on va regarder aussi dans les startups pour voir si elles répondent à ces problématiques et du coup puissent nous aider justement aujourd'hui à construire le patrimoine de demain. Je sais pas si c'est très clair d'ailleurs ce que je viens de dire, mais on a parlé ce matin. On a parlé ce matin de la gestion des compétences. On a parlé d'expériences collaboratives au sein des entreprises. Mais quand on est un réseau, quand on a autant d'agents, autant de personnel sur des sites complètement différents, comment s'est fait l'adhésion? Est-ce qu'il y a eu appropriation de la démarche? Est-ce qu'il y a engagement, revendication de la démarche, ou au contraire, dans un premier temps, il y a eu un rejet? Il y a de tout pour faire un monde, et tant mieux. Je ne saurais pas dire qu'on a atteint tous les agents. Là, je viens de rencontrer un agent du château d'Angers, par hasard, qui avait jusqu'à maintenant encore jamais entendu parler de l'incubateur du patrimoine. On essaie de communiquer en maximum en communication interne, via des mails, via des magazines papier, mais malheureusement, voilà, enfin, on n'arrive pas encore à toucher tout le monde. Il y a 1500 agents répartis sur tout le territoire. Donc, on essaye d'être ingénieux et innovant justement en communication interne pour toucher tout le monde. J'ai plein de surprises de gens auxquels on s'attend pas, qui viennent vous voir en vous disant, moi, je veux absolument travailler avec vous. Il y a aussi des gens qui eux-mêmes sont porteurs de projets, qui viennent nous voir. Et qui se demandent comment l'incubateur du patrimoine peut les aider à porter un projet dans un monument. Et évidemment, il y a des réticences
On a aussi des monuments qui sont très isolés géographiquement, dans lesquels il n'y a pas la 4G, dans lesquels il n'y a même pas la DSL pour pouvoir travailler. Et quand je les appelle en leur disant, au fait, l'incubateur du patrimoine, ils vont me dire, Bettina, l'incubateur du patrimoine, très bien, mais déjà, apportez-moi l'internet dans le monument et ça sera le minimum. Donc on a, et pour autant, c'est pas les derniers candidats pour recevoir une expérimentation. Mais c'est vrai que on travaille justement à faire en sorte que ce soit emporté et qu'on puisse emporter l'adhésion du plus grand nombre. Le président du CMN, Philippe Bellaval, a souvent l'habitude de dire « Ensemble, inventons les nouveaux modes de mise en valeur et de partage du patrimoine ». Laurence, quand tu rentres dans l'incubateur, tu as l'impression de faire partie de cette grande chaîne? Tu as le droit de dire pas forcément. Non, mais c'est pas pour faire une réponse politiquement correcte, mais en fait, si on fait ce métier, c'est bien pour faire partie de cette grande chaîne. C'est surtout pas pour être à côté. Donc l'idée, c'est aussi à nous, pour le coup, en tant qu'acteur, de devenir un maillon opérant, parce qu'on nous offre un cadre, pour le coup, extrêmement complet, extrêmement bordé. Ce que dit Philippe Bellaval, il a derrière une équipe opérationnelle qu'il met brillamment en œuvre. Pour le coup, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé cette expérience, et je la trouve toujours, cette expérience au sein de l'incubateur du patrimoine, extrêmement fluide, avec des gens qui, pour le coup, communiquent très facilement et de manière soutenue, et qui crée cette chaîne de valeur, en fait, qui fait que, en effet, quand on arrive dans le monument pour la première réunion avec l'administrateur, en plus c'est des gens impressionnants, les administrateurs de monuments, parce qu'il y a une espèce de stature comme ça, c'est des gens qui sont très sachants. Nous, on arrive avec des dispositifs qui se veulent sensibles, etc. Enfin, il y a un côté, on fait pas trop les malins quand on arrive. Mais il y a toujours au moins une ou deux personnes de la MSPN, du service dans lequel travaille Bettina, qui sont là, qui fluidifient cette mécanique et qui permettent que les rouages se grippent pas et que ça se passe en très bonne intelligence. Donc voilà, c'est quand même beaucoup une histoire d'avoir envie. C'est ce dont on parle depuis ce matin, c'est-à-dire il y a beaucoup d'humains, de passion, d'envie, d'engagement. On retrouve ça et c'est un des traits communs de cette journée. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est donner le nom des 7 startups donc qui sont incubées. Il y a Akatimi, on a bien entendu Aken, on a Ask Mona, Be My Space, Ce que mes yeux ont vu, Realcast, Studio Sherlock, 2 Nantaises. Ouais, deux boîtes de région Pays de la Loire. Studio Sherlock est connu aussi du TIL. C'est au départ Studio Sherlock, c'est Charlotte toute seule, Trigance, qui est ingénieure du patrimoine et qui à un moment s'associe avec Julie pour venir faire de la valorisation du patrimoine par le transmédia. Donc elles ont commencé par de la vidéo, elles déclinent maintenant avec des projets sonores, etc. Des questions, des remarques, des envies de candidater, sachant que Laurence est l'incarnation du fait que l'on peut être dans 2 incubateurs. Pendant que Bettina est parmi nous, profitez-en pour lui poser toutes les questions. Oui. Soit je cours jusqu'à vous donner la micro. Bonjour, merci. Du coup, j'avais une petite question, donc je suis pas sûre d'avoir tout bien saisi, mais on parlait d'un appel à projet qui se passait en 2 temps. Un premier temps où les startups candidatent et un second temps où les monuments du CMN vont faire un peu leur marché. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, ou candidatent aussi, mais en fait c'est transparent pour les startups, pour les porteurs de projets. Mais du coup, ma question c'était pourquoi on n'inverse pas le processus et pourquoi les monuments ne font pas part de leurs besoins et après on sélectionne les startups en fonction des besoins des monuments. En vrai, on fait aussi ça. Au tout début, l'année dernière, quand juste avant de lancer l'incubateur du patrimoine, on a un peu fait la tournée des popotes pour aller voir les monuments en leur disant, toi, c'est quoi les problématiques, encore une fois, les cailloux dans la chaussure que tu identifies. On a fait la tournée des monuments, la tournée des experts aussi, pour avoir une vision globale. S'il n'y avait pas justement des problèmes communs à plusieurs monuments ou voilà, en effet, on l'a tout à fait fait. On continue de le faire d'ailleurs.
On rencontre régulièrement les administrateurs qui viennent à Paris. Nous, on se déplace aussi d'ailleurs et voilà. On est des ambassadeurs nous-mêmes de l'incubateur du patrimoine et on essaye toujours de leur dire et l'année prochaine. Alors toi, justement parce qu'il y en a qui ont été frustrés de pas avoir pu recevoir une expérimentation. Donc on reste en contact avec eux en leur disant bah toi l'année prochaine par exemple, vu que t'as pas pu recevoir Haken par exemple, quel type de problématique tu as, voilà. Donc oui, on le recueille aussi. Après, on l'exprime pas trop non plus dans notre appel à candidature parce qu'on veut pas créer des bornes aux gens, ne pas se reconnaître en fait dans la liste des besoins ou dans la liste des cailloux dans la chaussure. On y a beaucoup pensé en plus en amont de l'appel à projet, mais on se dit non, en fait, on va laisser carte blanche aux gens, voir ce qu'ils proposent. Et en fonction de ce qu'ils proposent, nous voir comment on peut créer, co-construire parfois aussi ensemble les choses. Voilà. Merci. Juste pour savoir, à part les les lunettes HoloLens ou les bornes justement pour attendre moins longtemps dans les files, qu'est-ce que votre incubation a pu apporter à tous ces monuments en plus? En termes de projet, en termes en termes de projet. Oh, on en a fait 30 projets avant l'incubateur et ou même plus et là on en a 7 beaux. Donc on a des projets justement à chaque fois qui répondent à ces missions. Donc on a des projets de valorisation des chantiers de restauration. On a des projets de médiation. On a des projets par exemple. Alors je pense peut-être que certains d'entre vous, même j'imagine beaucoup, connaissent Listopad. Listopad, c'est une tablette de visite en réalité augmentée. On a donc des monuments, on gère des monuments, pas des musées. Donc c'est de l'architecture avec des salles vides parce qu'on n'a pas de mobilier. C'est des monuments qui ont une histoire très riche, mais dans des salles vides, c'est très compliqué d'essayer de se figurer quel était l'état avant. Je pense, là où on a développé Listopad, c'est justement à la conciergerie qui est dans l'île de la Cité, qui a été tour à tour palais royal, puis prison pendant la période révolutionnaire. Elle a accueilli par exemple la cellule de Marie-Antoinette juste avant qu'elle soit guillotinée. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu une chapelle, cet endroit qui était une cellule. Du coup, les gens ne peuvent pas se figurer comment était la conciergerie, soit à l'époque des palais royaux, soit à l'époque de la Révolution. Et donc, via Listopad, on va pouvoir voir comment, en fait, était cette salle, soit à l'époque médiévale, soit à l'époque révolutionnaire. Il y a ça... à Saint-Vincent-sur-Jard, on a aussi travaillé là avec de la réalité mixte. Saint-Vincent-sur-Jard, c'est là où il y a la maison de Clémenceau. Et là, on a une tablette qui vous propose de faire la visite de la maison de Clémenceau avec Clémenceau, donc en réalité augmentée, dans la tablette, qui vous invite chez lui, qui vous parle et qui vous fait sa visite guidée. En fait, j'en ai plein des exemples. Donc ça, c'était plutôt pour le côté médiation. Un des projets phares aussi. En fait, tout peut être expérimentation. On a aussi travaillé il y a très longtemps avec une société qui s'appelle Gaseuse, qui était une start-up il y a 4-5 ans. Là, c'est moins dans la médiation et plus dans la connaissance de nos visiteurs. Je vous explique. En fait, eux, ils proposent des livres d'or numériques. Dans beaucoup de monuments, de musées, de lieux culturels, on a des livres d'or où chacun peut laisser son mot. Mais c'est compliqué après d'étudier la sémantique de tout ça. C'est compliqué aussi de répondre puisqu'on n'a pas l'adresse, le lieu. C'est compliqué aussi d'en faire des statistiques. Voilà. Donc Gaseuse proposait, est venu nous voir en 2014. Ils n'avaient pas encore aucun client même. Ils sont venus nous proposer des livres d'or numériques et en fait l'enjeu, nous, c'est de connaître le visiteur, de pouvoir lui répondre, de pouvoir lui laisser s'exprimer. Voilà. Et j'en ai encore plein des projets que je peux vous raconter, mais. Et voilà. Justement, l'apport à ces projets-là, ça a permis de développer justement les patrimoines. On a vraiment vu une amélioration. Pardon, excusez-moi. Ça a permis de développer. Il y a eu un développement suite à ça du patrimoine par rapport au projet fait. Par rapport au rendu. Alors là, c'est aussi une question un peu de comment on évalue l'impact de ces projets sur la fréquentation, sur la médiation.
Je réfléchis si j'ai des données quantifiées en tête, parce que j'ai pas forcément toutes en tête. Ce qui me vient à l'esprit, c'est encore un autre projet qu'on a fait, parce que là j'ai parlé de projets numériques, mais on fait aussi des projets. Le numérique, c'est aussi comment dire, une question d'usage. Il y a 2 ans, on a fait un muséomix. Est-ce que ça vous parle, hein, un muséomix? En gros, c'est un hackathon le temps de 3 jours où on a fait venir des visiteurs de musées pour qu'eux-mêmes puissent inventer la médiation de demain. Et en fait, donc les visiteurs ont 3 jours pour réfléchir. Les visiteurs et aussi des gens qui ont des compétences particulières, des bricoleurs, des développeurs, des graphistes. Et à l'issue de ces 3 jours, donc ils mettent à disposition leurs prototypes qu'ils ont créés en 3 jours à disposition du public. Et en fait, pendant la présentation de ces prototypes, le dimanche après-midi, qui était un dimanche après-midi de novembre pluvieux à Reims, on a eu 5 fois ce qu'on a normalement pour les journées du patrimoine. Donc ça peut être voilà, c'est quelque chose que j'avais en tête en termes de données. Voilà. En fait, je vous invite à vous rapprocher de Bettina ensuite, après, à regarder aussi le site de l'incubateur du patrimoine, parce que... Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, oui, bien entendu. Il y a énormément d'infos, de données, ça ouvre pas mal de perspectives. On va vous remercier, Bettina, Merci à vous. Laurence. On va vous applaudir.